Quelle attitude adopter en entreprise? Quelle attitude nos étudiants ont en entreprise? Comment financer sa création d'entreprise? Eh bien, c'est de cela qu'il sera question dans ce numéro. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à Emploi et Carrière. Eh bien, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous suivez votre magazine Emploi et Carrière. Et pour ce numéro, je suis toujours en compagnie de André Cuyo, qui n'est plus à présenter. André Cuyo, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous allons démarrer tout de suite avec notre première rubrique. Il s'agit de « Je veux un job ». Je veux un job de ce jour parlera des attitudes qu'il faut adopter quand on est stagiaire, on est débutant ou étudiant dans une entreprise. Eh bien, André Cuyo est là pour vous entretenir sur ces thèmes. André Cuyo, quelles sont ces attitudes-là qu'il faut adopter quand on est dans une entreprise? Merci, nous en avons identifié 5, et comme nous le rappelons très souvent, et nous sommes en télé, nous sommes obligés donc d'être synthétiques, mais donner souvent les éléments les plus saillants. Et donc, ce que nous avons pu identifier, c'est qu'il y a l'engagement. Premier point, l'engagement. Un employé doit être impliqué. Quand on dit impliqué, j'ai envie de prendre l'exemple d'une dame qui prépare. Elle prend plusieurs éléments, ingrédients, mais lorsqu'on sent la sauce, on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Donc il y a une implication. Un employé doit être impliqué de cette façon-là. C'est une attitude gagnante. Et donc vous devenez à 100%. C'est ce que je viens de dire. Et donner à 100%, cela veut dire que vous devrez faire des propositions, être engagé dans l'entreprise et non pas venir au travail pour justifier son salaire. Il y a certains employés qui font 8 heures au travail au lieu de faire 8 heures de travail. Lorsque vous faites 8 heures de travail, vous pouvez le faire une fois, deux fois, mais en général, cela va vous rattraper. Lorsqu'il y a un redressement à faire, mais vous êtes le premier à partir. Donc, il faut être engagé 100%. Deuxième attitude, dans le monde du travail, on parle souvent d'aptitude et attitude. On dit souvent on engage les gens pour leur aptitude, mais très souvent, on les licencie pour leur attitude. Donc, quelle est la différence aptitude, attitude? L'aptitude, c'est les compétences que vous avez. Mais vous pouvez être très bon en entreprise et vous pouvez perdre votre place parce que vous avez un commerce difficile et les gens ont peur de vous. Et lorsque vous disiez peut-être Ken Blanchard dans Comment développer son leadership, il dit souvent que lorsque vous faites un recrutement, il faut plutôt tenir compte des compétences, de l'aptitude ou bien du comportement des gens pour les recruter, parce qu'on peut acquérir la compétence sur le milieu du travail. Par contre, quelqu'un qui est bagarreur, qui ne favorise pas la paix dans l'entreprise, ou bien qui est voleur, ou qui vient en retard, il a des carences l'entreprise va difficilement changer. Donc, ce type de personnes-là, on ne va pas recruter. Donc, quand vous êtes en entreprise et que vous n'avez pas changé, vous n'avez pas fait votre métier, vous venez, forcément, la nature vous rattrapera pratiquement arrivé au galop. Et donc, c'est extrêmement important. Donc, il faut faire la différence, l'aptitude que vous avez et votre attitude. Parce qu'une bonne attitude favorise la bonne entente au sein de l'entreprise. Donc, lorsque vous êtes là, les gens doivent être contents de vous voir. Vous devrez avoir le sourire, le bonheur. Parce que je vais vous dire peut-être une chose. On passe plus de temps en entreprise qu'à la maison. Tout à fait. Le boulot commence à à 7h30 pour ceux qui ont la pas à d'autres boulots et qui vont à 7h30. Mais s'il prend le cas des journalistes, souvent il vient à 7h, mais je ne sais pas à quel moment il va aller à la maison. Donc votre vraie famille, c'est où? C'est en entreprise. C'est pourquoi il faut humaniser l'environnement de travail. Mais en même temps qu'on demande aux employés d'humaniser l'environnement de travail, il faut que les employés eux-mêmes ne se fassent pas la guerre de leadership, la guerre d'intérêt, les conflits inutiles, et puis le milieu du travail. Lorsqu'il se réveille le matin, il dit, il m'avait encore. Mais quand il m'avait encore, déjà il est démotivé et ce sentiment va se ressentir. Donc un employé doit s'engager, il doit avoir une aptitude correcte. Mais ensuite, il faut qu'il travaille en équipe. Travailler en équipe, mais c'est ce que nous faisons peut-être à la télé, il y a les caméramans qu'on ne voit pas, il y a les monteurs qu'on ne voit pas. Peut-être on nous voit nous deux, mais il y a un monde derrière qu'on ne voit pas. Mais s'ils ne sont pas contents de nous, peut-être qu'on va avoir les images penchées, peut-être qu'ils vont piéger, mais on peut piéger le micro, vous pouvez même parler ça, comme ça que vous nous attendre. Donc à un moment donné, lorsque vous venez, mais tout le monde doit être heureux pour dire qu'aujourd'hui telle personne est venue, on est content. Mais si les autres ne sont pas contents, comment vous allez travailler? Dans une entreprise aussi, il y a les comptables, il y a
il y a les informaticiens, il y a la secrétaire. Mais si tu ne t'attends pas à la secrétaire, et puis tu es son supérieur hiérarchique, mais elle peut camoufler les appels que tu reçois, mais en même temps, en pensant te faire du mal, mais elle fait du mal à l'entreprise, parce que les appels qui viennent vers le comptable ou bien l'informaticien, mais ce n'est pas pour lui-même, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour l'entreprise. Mais en même temps, ça peut être un appel sérieux, familial. Si on ne vous a pas dit, vous allez faire comment pour réagir? Donc, il faut instaurer une bonne ambiance sur le milieu de travail. Il faut travailler en équipe. Travailler en équipe, c'est avoir l'esprit ouvert. L'esprit ouvert, il faut écouter les autres. Mais en même temps, il faut reconnaître ses erreurs. Si vous vous prenez pour un extraterrestre, comme on le dit très souvent, un barracuda intellectuel, et vous prenez les autres comme des taboules rases, c'est-à-dire des tables rases qui n'ont rien dans la tête, mais évidemment, ce n'est pas mal. Donc il faut reconnaître sa force, il faut aussi reconnaître ses faiblesses. C'est ce qui se passe sur les terrains de football. Vous pouvez peut-être avoir une équipe de football où il y a des grands joueurs, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils ne travaillent pas en collaboration, ils ne travaillent pas en équipe. Donc il faut une solidarité. Le quatrième point, si vous le permettez, c'est la responsabilité. Est-ce que vous êtes responsable de vos actes? Est-ce que vous rejetez toutes les fautes sur les autres? Est-ce que vous prenez le temps de faire votre bilan personnel et individuel? Aujourd'hui, j'ai travaillé de 7h30 à 7h30, mais qu'est-ce que j'ai fait de positif? Est-ce que ma présence a été utile ou bien inutile, ou bien que j'ai énervé les gens ou j'ai perdu le temps? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il a été efficace? Or, dans nos activités privées, il ne faut pas être efficace 99%, il faut être efficace tout le temps. Puisque c'est le rendement. Donc, très souvent, tu es efficace aujourd'hui, demain, tu n'es pas efficace, tu fais des remarques, ça peut t'énerver, mais en réalité, le chef d'entreprise a besoin que les gens soient efficaces 100%, malheureusement ou heureusement. Donc, il faut être responsable et il ne faut pas rejeter forcément les fautes, ses propres fautes sur les autres. Si vous rejetez les propres fautes sur les autres, mais évidemment, les autres aussi pourront être en position défensive et ça ne marchera pas. Et donc, le dernier point, je peux allez-y. Mais il faut tout ceci, les 4 points, lorsque c'est bien fait, on a plaisir à travailler. Donc, on vient au travail par plaisir. On ne vient pas par contrainte. Il faut venir au travail par plaisir. Est-ce qu'on est content de venir au travail? Est-ce qu'il y a le sourire? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Ou bien c'est un sourire de façade? De toute façon, si c'est un sourire de façade, ça vous rattrape après. Donc, il faut que l'ambiance soit une ambiance familiale. Il y a même dit confraternité, mais je dépasse la confraternité, la famille. C'est-à-dire, vous êtes au milieu, il y a les anciens, il y a les jeunes, mais tout ceci, vous devez travailler en symbiose, en osmose, pour que l'entreprise gagne. Parce que si l'entreprise est performante, mais évidemment, beaucoup d'argent va rentrer, mais si l'argent rentre, évidemment, le chef d'entreprise, il sera obligé de partager. Même s'il ne va pas vous donner tout ce qu'il gagne, ce qui n'est pas possible, mais au moins, il va partager. Mais si l'ambiance est délétère et que ça joue sur le rendement de l'entreprise, si ça joue sur la productivité de l'entreprise, mais s'il n'y a pas l'argent, le chef d'entreprise, il se comporte comme la femme à la maison. Quand elle vous sert à manger, elle laisse toujours un peu dans la marmite pour ses enfants, pour son mari. Et donc, les visiteurs qui arrivent, mais s'il n'y a pas de nourriture, elle vous sert, vous allez causer jusqu'à aller à la maison. C'est comme ça le chef de famille, le chef d'entreprise se comporte. S'il n'y a pas l'argent, mais il ne va pas partager. S'il y a l'argent, mais il va partager. Mais s'il n'y a rien, mais lui, il va se protéger. Donc, c'est sûr que le peu qui est là, il va gérer ça. Il ne sait pas quand ça va rentrer. Pourquoi il faut que chaque employé doit faire l'effort pour dire l'entreprise, je suis aussi membre de l'entreprise. L'employeur doit faire en sorte aussi que chaque employé se sente propriétaire de l'entreprise, parce que c'est ici que chacun vient travailler. Donc c'est la famille et on doit travailler avec un esprit de famille, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on est en famille qu'on ne va pas faire le boulot. Si tu ne fais pas ton boulot, on peut t'interpeller aussi pour dire attention, ce que tu fais, ça s'appelle travailler l'entreprise. Mais dans l'ambiance, dans la compréhension mutuelle et dans l'entente, c'est ce que je voulais dire. Donc les 5 niveaux d'intervention. Alors en un mot, il faut dire simplement qu'il faut être positif quand on est dans une entreprise, pardon. Mais il faut être positif. C'est tout, il faut être positif. Pas dire que les gens m'en veulent, que les gens ne veulent pas de moi, ils veulent me tuer, on me met les pots de bain, mais ces entreprises-là, c'est des entreprises qui n'arrivent nulle part. Si les employés ne s'attendent pas, mais l'entreprise, quand on dit l'entreprise, c'est pas le bâtiment, c'est les hommes qui animent l'entreprise. Et même des spécialistes, on dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Donc si les hommes ne s'attendent pas, même si vous payez les meilleures machines, si vous leur donnez une bonne voiture, si vous donnez une bonne voiture à un chauffeur qui est énervé, mais il peut vous mettre la voiture dans un caniveau, ça va vous faire les charges. Mais vous lui donnez peut-être, il ne sait pas, un appareil, il peut dégrader l'appareil parce qu'il n'est pas content, donc ça va réjaillir. Évidemment, il faut donc être positif. Vous avez dit juste, c'est la positivité. Et puis quand
on est dans un environnement, il peut y avoir des conflits, mais il faut s'asseoir pour discuter et puis les régler, pour que l'entreprise avance. Tout à fait. Alors voilà, c'est bien dit, ce sont des comportements qui sont profitables pour nous, nous qui voulons gravir des échelons bien évidemment dans nos différentes entreprises. Sur ce, je vous invite à passer à notre seconde rubrique. Dans cette seconde partie, nous vous proposons de suivre cet élément que nous avons réalisé sur le comportement des étudiants dans les différentes entreprises. Et c'est avec le DG de l'école HTEC, M. Seri, Parfait Seri. HTEC, École supérieure des hautes études technologiques et commerciales, est un établissement d'enseignement supérieur qui œuvre dans le domaine donc, de la formation des métiers du tertiaire, des métiers de la technologie. On existe depuis 1997. D'ici décembre, on sera à notre 20e anniversaire qui sera fêté dans l'établissement ici. Nous avons connu un développement qui nous a amené donc aujourd'hui à avoir 6 campus dans la sous-région, 2 en Côte d'Ivoire, le siège à Abidjan ici, un établissement à Boaké, et 4 autres établissements dans la sous-région, un à Bamako au Mali, un à Ouaga au Burkina, un à Niamey au Niger et un dernier à Conakry en Guinée. Avec 2 centres délocalisés que nous avons, un à Daloa et un à San Pedro. Aujourd'hui, les gens généralement, dans la mise en place des programmes de formation, tant au niveau des autorités de tutelle, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, comme au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, les gens parlent généralement d'inadéquation ou d'adéquation formation-emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises, pour mettre en place, les écoles pour mettre en place une formation, aillent vers des entreprises, vers des professionnels, détectent le besoin et à partir du besoin, donc, mettre en place la formation qui va être donc en adéquation avec le milieu, les besoins de la formation professionnelle. Mais généralement, cette terminologie est un peu restrictive dans la compréhension des uns et des autres. On parle d'adéquation formation-emploi et on ne se limite qu'à la qualité, sinon au contenu de la formation. Mais l'adéquation formation-emploi va plus loin que ça. C'est-à-dire que ça prend en compte trois aspects. C'est le savoir, qui est le côté contenu de formation, c'est le savoir-être et c'est le savoir-faire. Ce sont les 3 aspects que ça prend en compte. Le plus souvent, quand les gens mettent en place des formations, quand vous faites le tour des écoles, les gens se préoccupent beaucoup plus du savoir-faire, du savoir ou même du savoir-faire. Mais le savoir-être, qui est un élément déterminant dans l'entreprise, n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la plupart des écoles, les jeunes sont totalement en déphasage dans leur apparence corporelle et vestimentaire. Ils sont totalement en déphasage avec le besoin de l'entreprise. Vous n'allez pas aller trouver une entreprise aujourd'hui qui a besoin d'un directeur commercial ou d'un responsable commercial qui est habillé avec un pantalon sur les fesses, un jean à moitié déchiré, avec des dreads sur la tête, avec des choses comme ça. Mais c'est la mode aujourd'hui, c'est ce que les gens nous montrent leur montrent à la télévision, on leur montre ça même à la télévision, dans des films où les gens sont des grands responsables avec des apparences comme ça, donc ils estiment que c'est accepté par la société. Mais ce n'est pas accepté et ça leur pose des problèmes d'intégration. Souvent, ils se posent la question de savoir, mais pourquoi suis-je intelligent avec tous ces diplômes et je n'arrive même pas à avoir ne serait-ce qu'un entretien? Mais la réponse que je leur donne toujours, c'est que celui qui doit t'entretenir doit avoir envie de t'entretenir, il doit avoir envie de te rencontrer. Pour qu'il ait envie de te rencontrer, il faut que tu lui donnes envie de te rencontrer. Et pour que tu lui donnes envie de te rencontrer, tu dois soigner ton apparence vestimentaire et corporelle. Et même ton apparence professionnelle, parce qu'on ne se limite pas seulement à l'apparence vestimentaire et corporelle. La ponctualité, la régularité au travail, la concentration au travail, le fait que tu ne sois pas en train de jouer à ton téléphone tout le temps pendant des heures de travail, le fait que tu ne sois pas sur les réseaux sociaux. Le patron a demandé au service informatique de contrôler tous les stagiaires. Donc vous ne savez pas, vous êtes assis, mais au service informatique, on voit tout ce que vous faites sur vos ordinateurs pendant toute la journée. À partir de ça, on sait que sur les 8 heures de travail dans la journée, vous prenez peut-être 2 heures pour faire quelque chose qu'on vous a demandé de faire, le reste du temps, vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais celui-là, il ne va pas vous payer pour que vous soyez sur les réseaux sociaux, il ne vous prendra pas. Les gens ne savent pas ça. C'est le stagiaire qui vient en retard, c'est le stagiaire qui va à pile 17 heures, quand on a dit que l'heure de fin a sonné, pendant que les responsables de l'entreprise eux-mêmes sont encore assis en train de travailler. Lui, il estime qu'il est l'heure, il doit partir.
Mais celui-là, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Mais il n'a pas compris parce qu'on ne lui a pas appris ça à l'école. Donc les gens dans leur éducation, tous ces aspects doivent être intégrés. Mais quand on dit adéquation, formation, emploi, on se contente de voir est-ce que le contenu, vous avez invité des professionnels, est-ce qu'ils ont regardé, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce que vous avez fait? Oui, bon, c'est bon, ça passe. Mais dans l'école même, qu'est-ce que vous faites pour bien éduquer les enfants? Est-ce qu'ils ont une apparence? Est-ce qu'ils sont corrects? On ne sait pas. Mais vous ne pouvez pas faire le tour des grandes écoles de commerce aujourd'hui dans le monde. Regardez, les gens sont éduqués dans tout ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, les entreprises, quand vous les rencontrez, les dirigeants d'entreprise estiment que les jeunes diplômés aujourd'hui sont des tueurs d'entreprise, comme on le dit, je peux le mettre en griffe, sont des tueurs d'entreprise, sont des gens qui détruisent des entreprises parce qu'on les prend, on les paye à ne rien faire. Tout ce qui doit être consommé dans l'entreprise, donc ils créent des surcharges au niveau de l'entreprise, mais ne produisent rien du tout. Ils ne sont même pas conscients du fait que quand on arrive dans une entreprise, la première chose dont le responsable a besoin, c'est ta productivité, c'est ta rentabilité, ce que tu apportes à l'entreprise. C'est en contrepartie de ce que tu apportes à l'entreprise qu'on te rémunère. C'est bien ça le travail. Il y a la société qui les éduque à travers les médias, mais il y a aussi la responsabilité des établissements que nous sommes, qui ne les éduquons pas suffisamment à ce que nous attendons d'eux. Alors que nous-mêmes employons des gens avec qui nous sommes exigeants, mais on ne dit pas à nos jeunes gens que nous formons que voici ce qui les attend dans les entreprises. Alors nous sommes guidés dans la mise en place de nos programmes et dans la formation au quotidien. Nous sommes guidés par les 3 credos dont j'ai parlé tout à l'heure, le savoir et le savoir-faire. À partir des 3 éléments. Ici, même quand vous venez... C'est pour ça que nous faisons nos tests, les tests d'entrée. Les tests d'entrée ont deux objectifs. Le premier, c'est de voir le niveau de l'étudiant. Est-ce qu'il est capable de faire nos formations? Est-ce qu'il a suffisamment de coffres pour faire face à nos exigences? Mais ce qui est plus important, c'est de voir les lacunes du jeune, de l'étudiant en question. Les lacunes sont tant au niveau technique, c'est-à-dire que donc on va fouiller tout son parcours académique et à travers les tests écrits qu'il va faire, on va regarder aussi pour voir s'il a des insuffisances. Si ce n'est pas aussi grave que ça, on le prendra, mais on saura à travers donc des entretiens qu'on a eu avec lui qu'il a des lacunes à tel ou à tel niveau. Ça nous permet de le suivre particulièrement. Mais en même temps, les lacunes aussi sont au niveau comportemental. Que pendant qu'ils sont en formation, on leur fait au quotidien, ça c'est ce que le directeur général que je suis fait au quotidien, et la formation en développement personnel et autre chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que ces jeunes-là sachent ce qui les attend en entreprise. Il faut leur dire ça maintenant. Donc, on leur fait des formations qui ne sont pas des formations notées, qui ne sont pas des formations choses, mais ce sont des formations libres, mais auxquelles on leur dit qu'ils sont obligés d'être là. Pour une fois, il faut qu'ils soient contraints d'être présents à une formation, enfin libre d'être présent à une formation sans contrainte de notes. Pour qu'ils comprennent qu'il y a des contraintes qui ne sont pas forcément des contraintes d'évaluation. Donc ils viennent et on leur fait comprendre. D'abord on les écoute, il y a beaucoup parmi eux qui parlent, qui expriment leurs problèmes. On leur fait comprendre que voilà la société comment elle fonctionne. Elle te prend, elle ne tient même pas compte de tes préoccupations, mais elle te conditionne. Donc, vous exprimez vos problèmes. Après, on les oriente, on leur dit, voilà comment vous devez vous comporter en entreprise. Il faut être ponctuel, il faut être régulier, même quand on est malade. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on est toujours couché à la maison. C'est pas parce qu'on est malade qu'on va toujours avoir des autorisations du médecin pour être absent. Mais quand toi-même tu sais que tu as des obligations de résultats, que tu dois produire des résultats, même quand tu es couché, alors qu'à la fin de la semaine, l'entreprise n'attend pas, parce qu'il y a un conseil d'administration, parce qu'il y a des dossiers à déposer au niveau de l'administration, tu es obligé de venir au travail. Donc, ils sont obligés de venir à l'heure. On les éduque au quotidien, de sorte qu'ils sortent. Souvent, ils ont l'impression qu'on les met dans trop de contraintes. Mais après, quand ils sortent, on s'appelle souvent, ils viennent en visite ici, on s'écrit, on se fait des SMS, des mails, des échanges sur les réseaux sociaux. Ils comprennent ce que ça leur a apporté, toute cette exigence, toute cette formation. Mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui dans l'établissement d'enseignement. Il ne faut pas que les gens se contentent uniquement de former des gens, de leur apprendre quand ils font de la comptabilité, les débits et les crédits et autres, quand ils font du marketing, comment chercher des clients et autres, de leur apprendre ça. Ce n'est pas de ça seulement qu'il s'agit. Mais le client vers qui tu dois partir, le client avec qui tu dois partir doit avoir envie de t'écouter pour que tu puisses lui vendre ton produit. Et ça, il y a d'autres éléments qui sont pris en compte. C'est l'expression, c'est l'apparence, c'est tous les éléments qui sont pris en compte. Voilà.
On leur donne toutes les bonnes prédispositions pour être pas seulement un bon employé, mais un bon employeur aussi. Parce que ici aussi, on a la philosophie de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que nous avons mis en place, depuis l'année dernière, on en a parlé aussi, un autre incubateur qui fonctionne bien, qui fait sortir aujourd'hui des incubés, qui sont aussi des employeurs. Donc, on leur donne les prédispositions pour être des bons employeurs. Le bon employé et le bon employeur. Il ne s'agit pas seulement de prendre de l'argent, de former des gens et de les mettre dans la rue. Il faut leur donner les conditions, il faut leur donner les rudiments pour qu'eux-mêmes se battent pour avoir leur intégration sociale facilitée. De retour sur ce plateau, nous vous invitons à notre dernier virage. Il s'agit de « Je veux créer mon entreprise ». Dans cette rubrique, il est question de comment financer sa création d'entreprise. Et je pense que André Cuyo a les mots juste là où il faut et quand il faut pour vous donner plus de détails. André Cuyo. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci, mais on va faire l'effort de donner l'essentiel parce que très souvent, j'ai l'avantage d'animer, de faire les formations en entrepreneuriat dans certaines universités de la place. Et très souvent, les mêmes questions reviennent. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, mais il y a des gens qui posent les mêmes questions de financement. Mais on a beau leur dire que l'argent n'est pas le principal élément pour créer une entreprise. Très souvent, il y a autre chose. Mais comme ils insistent, on va leur dire comment il faut trouver de l'argent. Et j'insiste pour leur dire que bien que l'argent ne soit pas... Parce que quand on fait la nomenclature de la grande entreprise, il y a le rêve, il y a l'idée, il y a le montage de projet et la recherche de financement. Donc quand vous voyez, sur les 4 éléments compartiments, il y a la recherche de financement qui vient en dernière position. Donc on parle de l'argent lorsqu'on a un rêve. Lorsqu'on transmet le rêve en idée et que l'idée, on l'a rédigée sous un plan d'affaires qu'on appelle le business plan et dont on a déjà parlé en loin en large ici. Et ensuite, c'est avec le plan d'affaires, le code de plan d'affaires qu'on cherche maintenant l'argent. Mais ici, comment trouver l'argent? On leur dit souvent que l'apport personnel. Très souvent, il y a l'apport personnel. Mais vous faites un coup à des étudiants, ils sont 20, 30. Lorsque vous demandez qui a un compte bancaire il y a 2 ou 3, ce qui m'est arrivé encore pas plus tard, tout à l'heure, lorsque vous leur demandez, il y a 2 ou 3 qui ont un compte bancaire. Certains ont l'argent électronique sur les transferts d'argent, ils pensent que c'est un compte. Ce n'est pas un compte. On ne peut pas vous faire un crédit sur les transferts que vous connaissez. Donc, pour l'instant en tout cas, il faut ouvrir un compte dans une banque. Mais moi, je leur conseille même souvent les microfinances qui sont plus adaptées à leur revenu. Parce que lorsque vous créez, vous pouvez ouvrir un compte projet. Donc, ils peuvent ouvrir un compte projet. J'ai demandé à une fille, elle me dit, on lui donne 5 000 francs par jour. Ok, 5 000 francs par jour, on a multiplié par 5 jours, ça va faire 25 000 francs par semaine. 25 000 francs par semaine, ça fait 100 000 francs qu'on lui donne par mois. Je lui demande combien vous avez sur le compte, elle est étonnée, elle n'a pas de compte. Mon papa lui donne 100 000 francs par mois, à la fin de l'année, ça te fait 1 million. En principe, il faut être capable d'épargner au moins 10% de ce que vous gagnez. C'est le minimum qu'on demande. Donc si on vous donne 1 million, vous devez être capable d'avoir 100 000 francs sur votre compte d'épargne. Vous n'avez pas 100 000 francs sur votre compte d'épargne, vous demandez à papa de vous donner l'argent. Mais il va faire ses comptes, ça il lui dit souvent, il va faire son compte pour dire, mais il t'a donné 1 million dans l'année, qu'est-ce que tu en as fait? Mais on lui dit 100 000, tu prends tout, tu dépenses tout, et puis le lendemain encore tu es à 0, tu viens demander 100 000. On te donne, tu dépenses tout, tu es à 0, mais la vie ne marche pas comme ça. Donc il faut que les jeunes, on leur dise qu'il faut qu'ils ouvrent leur compte. Moi j'ai conseillé aux parents, au lieu de donner l'argent comme ça en espèces à leurs enfants, de les aider à ouvrir un compte dans une microfinance, dans une banque, et puis ils vivent l'argent là-bas, pour que l'enfant soit en même temps amené à aller dans les banques pour prendre de l'argent. Donc déjà, il faut avoir un compte personnel. Un étudiant qui est en licence, en master, qui n'a pas un compte personnel, ce n'est pas du tout normal. Il faut qu'il ait un compte, quel que soit le montant qu'il a, on peut ouvrir un compte. Ouvrir un compte dans une microfinance, il n'est pas peu plus, mais c'est 15 000. Vous allez ouvrir, vous donnez encore 6 000, 7 000 francs sur le compte. Donc, avec 15 000 francs, tout le monde devrait avoir un compte bancaire. Parce que je sais que chacun a eu au moins plus de 15 000 francs. pratique à la fois. Franchement. Donc voilà. Donc ça. Maintenant, si vous avez ouvert ce compte et que vous partez vers les parents, donc on appelle ça la love money. Ça dit les gens qui vous aiment, avec qui vous êtes familier, vous pouvez demander à papa, vous pouvez demander à maman, vous pouvez demander à tonton, vous pouvez demander à votre tante, à vos connaissances et amis pour dire, moi j'ai besoin d'1 million, j'ai 400 000 francs sur mon compte, il me reste 600 000. Mais lorsque vous négociez comme ça, on a envie de vous aider. Mais tu viens, tu n'as rien. Or, on voit que tous les jours, on donne 100 000 francs pour le cas de la fille.
100 000 francs par mois. Mais ça, c'est le salaire des employés. Les gens qui sont chauffeurs, les gens qui nettoient. Mais ils ont les enfants qui mettent à l'école. Toi, tu étudies, on donne 100 000 francs par mois, et puis tu n'as rien fait avec. C'est fini à la fin du mois, 1 million, c'est fini. Ça, ce n'est pas normal. Donc, il faut qu'eux-mêmes, ils ouvrent derrière leur compte. Ça, c'est leur premier financement, eux-mêmes. Et lorsque tu as ce financement, tu peux aller vers tes parents pour faire le financement complémentaire. Mais en plus de ça, il y a l'État de Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, qui a l'agence emploi jeune. Il faut que les jeunes y aillent. Ils disent non, on ne va pas me donner l'argent parce qu'il ne fait pas. Non, non, non. Il faut y aller. Tu montes ton projet, tu respectes les procédures qu'on t'a demandé de faire, et puis tu déposes. Maintenant, si tu n'as pas donné l'argent, tu sauras pourquoi on ne t'a pas donné, mais il ne faut même pas l'effort. D'abord, il ne savent même pas comment rédiger un plan d'affaires. Donc, il ne peut pas. Alors, il faut aller rédiger un plan d'affaires ou déposer à l'agence emploi jeune qui fait ça, qui fait la promotion, qui fait le tout. Mais il faut essayer au moins. S'ils n'ont pas essayé, comment ils vont trouver que ce n'est pas fiable? Et nous, à notre niveau, nous avons aidé en parlant beaucoup. En fait, nous avons plusieurs fois insisté sur le plan d'affaires, je pense. Absolument. Donc, on leur donne tout. Ils n'ont qu'à regarder aussi Binaire 24. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes où on danse, on joue au foot, mais ici, on vous donne l'information gratuite. Gratuitement. Moi, je dis souvent que c'est la télé qu'on regarde sans être stressé. Parce que moi, on peut regarder, ah, c'est belle, mais c'est belle. Quand il le dit, on dit non, comme je suis là. Mais franchement, c'est une télé qu'on regarde, on n'est pas stressé parce que vous n'êtes pas surpris d'avoir des images, vous avez des conseils, vous avez des conseillers, vous avez des chefs d'entreprise, des formateurs qui viennent vous donner des conseils gratuits. Il faut les regarder et il faut en prendre, il faut en tirer les leçons. Donc, vous l'avez bien dit, il faut regarder cette chaîne et ensuite on va continuer. Donc mais il y a le privé. Dans le privé on n'a pas d'emploi, donc l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup en le faisant. Mais je vous dis souvent que les étudiants ou bien les demandes d'emploi sont très nombreux. Ceux qui montent les projets sont très nombreux. Donc très souvent il y a un dysfonctionnement. J'ai dit par exemple on donne peut-être 10 000 francs à l'agence emploi jeune et puis je retrouve à des jeunes qui demandent des projets de 100 000. Mais où l'agence emploi jeune, la plupart des jeunes ne sont pas réalistes. Ils montent des projets et ils demandent 100 millions, 200 millions. Mais on va te donner 200 millions, on va demander, mais si tu, est-ce que même si on te demande 10% de 200 millions, c'est 20 millions, tu n'en as pas. Donc on dit on ne veut pas de, mais ils montent mal les projets, ils montent mal les plans, ils ne se renseignent pas. Il faut déjà voir, même quand vous parlez devant une banque, on vous demande d'avoir au moins 30% du montant que vous donnez. Et les 70% qui restent, mais il faut une garantie. Mais vous n'en avez pas. Et vous demandez des montants tellement costauds qu'on n'a même pas envie de livrer votre projet. Parce que vous n'êtes pas réaliste. Mais même la nature, je le dis souvent, la nature nous donne des exemples. Tout à fait. Un enfant qui naît, même pour se lever, il se couche d'abord sur le côté, après il se couche sur le ventre, après il commence à faire 4 pattes, après il se lève, il dandine, il tombe, et c'est comme ça qu'il commence à devenir grand. Oh, nos jeunes frères veulent devenir grands sans commencer petit. Mais à force de vouloir devenir grand, on finit par devenir petit. C'est ça qui est le problème. Donc, il faut que les jeunes se rendent compte qu'il faut commencer petit à petit. Tous nos champions qui le voient grâce à la CGCI en Côte d'Ivoire ici, mais c'est les gens qui ont pavé, qui ont galéré, qui sont allés pas à pas. Ils ne veulent pas aller pas à pas. Ils n'ont pas de compte. On leur donne de l'argent, ils ne font pas, ils prennent tout. Bon, c'est vrai, il faut s'habiller, mais il faut garder aussi un peu. Parce que papa aussi n'avait pas gardé, il n'allait pas te mettre à l'école parce que tu ne seras pas jeune. Toute la jeunesse, ce n'est pas une carrière, c'est une étape. Tout à fait. Ah, donc il faut comprendre ça. Et donc il y a la CGCI par exemple qui aide les jeunes aussi à créer leur entreprise. Qui a créé leur entreprise, la CGCI. Donc les jeunes peuvent aller voir la CGCI, qui est la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, qui est au plateau un grand immeuble. Ils peuvent aller là-bas pour se renseigner, ou bien pour ceux qui sont à l'intérieur, mais ils n'ont qu'à aller sur le site de la CGCI. S'ils vont sur Google et puis demandent CGCI, déjà c'est suffisant. Tout à fait. Ils vont avoir les informations, ils ne sont pas obligés de se déplacer. Mais il faut qu'ils y aillent, donc c'est ce qu'on leur conseille. Donc l'argent personnel, il faut qu'ils s'ouvrent un compte personnel. Voilà, un compte personnel. Ensuite, ils peuvent s'adresser aux parents et enfin demander à l'État. Et si l'État n'a pas réagi, il y a des structures, il y en a beaucoup, on ne va pas tout citer, mais il y a la CGCI qui aide les jeunes. On leur donne tout à l'échec, et même c'est couvert par Binaire 24 en général. Et donc, on voit l'échec, on donne aux jeunes 10 millions, on leur donne 1 million, on donne 10 millions, mais il faut qu'ils fassent leur projet et qu'ils déposent. C'est tout. Donc il y a beaucoup de structures qui les aident, mais eux-mêmes, il faut qu'ils apprennent à s'aider soi-même. Et à être très humble pour ne pas demander 100 millions, 200 millions, 1 milliard. Personne ne va leur donner parce que tu n'as jamais qu'une entreprise. Forcément,
il y a un gap quelque part parce qu'on ne peut pas devenir grand si on n'est pas tombé. Alors là, il faut demander des sommes quand même très raisonnables. Très raisonnable. Alors André Kio, pour permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis un bon moment maintenant de mieux comprendre tout ce dont nous avons parlé sur ce plateau, vous allez vous résumer en quelques mots. Merci de me donner cette opportunité, mais on a parlé dans la première partie de 5 attitudes. On en a déjà parlé, on a parlé de l'engagement, l'attitude à ne pas comparer à l'aptitude. L'aptitude, c'est la capacité, c'est la formation, c'est les compétences. L'attitude, c'est le comportement. Donc, il faut que votre comportement vous permette d'avancer. On peut commencer tout bas, devenir numéro 1 de l'entreprise, mais ce n'est pas forcément la compétence qu'on va prendre. Si vous n'êtes pas d'un commerce difficile, ça ne marchera pas. Puis, il faut être capable de travailler en équipe. Parce qu'en entreprise, vous seul, vous ne pouvez pas tout faire. Dans notre région, on dit souvent que c'est une seule personne qui tue l'éléphant et tout le monde vient manger. Mais si vous ne pouvez pas tuer l'éléphant, vous le mangez, vous allez le manger comment? Donc en réalité, on a besoin des autres pour vous aider, même déjà à manger. C'est ce que ça veut dire. Donc il faut, et ensuite il faut être responsable. Quand vous avez fait une erreur, il faut la reconnaître pour ne pas revenir. Et puis finalement, enfin, il faut qu'on travaille avec plaisir. C'est ça, on peut en parler. Et puis on a passé dans la deuxième partie, nous avons passé la parole à monsieur Seri Parfait, Seri Architecte, qui est notre partenaire. Et nous profitons pour lui dire merci et dire merci aux écoles aussi qui nous soutiennent. Mais nous faisons cette émission pour les écoles. Il faut que les écoles nous appellent et que nous allons discuter. Et nous allons continuer à animer cette émission-là, qui est dédiée aux jeunes, qui est dédiée aux moins jeunes, parce que les gens nous appellent beaucoup. Et puis finalement, nous avons parlé où trouver les fonds pour créer l'entreprise. On a dit les jeunes même là, l'argent que leurs parents leur donnent, il faut qu'ils ouvrent un compte. Avec 15 000 francs, je le dis à la télévision, nous sommes regardés dans toute l'Afrique, avec 15 000 francs, on peut ouvrir un compte. En Côte d'Ivoire, dans les microfinances, il va me rester encore 8 000 francs ou 10 000 francs si vous ouvrez un compte. Donc il faut ouvrir un compte. Et que vous avez 1 million de l'année, en réalité, vous devez être capable de garder 100 000. Après, vous pouvez demander l'argent aux parents, aux amis. Et ensuite, en Côte d'Ivoire, il y a l'argent, c'est un plan jeune. Donc il y a une panoplie d'éléments qui les aident. Mais en même temps, il faut qu'ils s'aident soi-même. Parce qu'on ne peut pas leur distribuer de l'argent. On ne distribue pas de l'argent. On donne à ceux qui ont un bon projet et on sait qu'ils sont motivés pour y arriver. Parce que l'État n'est pas distribué l'argent à tous les jeunes. Et il faut qu'ils soient aussi patients. Voilà, c'est ce que j'étais là à dire. Alors André Kio, merci pour tous ces conseils avisés et merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tout le plaisir partagé. Merci. Alors chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien pris note. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de votre magazine Emploi et Carrière. Merci.